OK. Alors, on a défini cette chose très importante qui est Tm. Et ce Tm s'appelle fibré tangent, donc. Donc, le fibré tangent, c'est Tm, avec sa projection qui projette sur la variété et qui, à un vecteur donné, associe le point P dont il appartient au TPM. Ouais. C'est très bien. On a vu que c'était une variété, ça c'était une variété différentielle, ça aussi, enfin ça l'est au départ. La fonction pi est lisse dans ces cartes-là, c'est une évidence, puisqu'elle associe à un point de coordonnées. Oui, c'est quoi la fonction pi? Vous voyez que c'est la projection à un point de coordonnées, de ces coordonnées-là. Quel est le point M? L'image par pi de ça, bien, c'est le point de coordonnées alpha 1, alpha n. D'accord? Par définition. Donc, pi, enfin donc de alpha 1, alpha n, bêta 1, bêta n, où les premières sont les coordonnées du point et les deuxièmes sont les coordonnées, enfin les composantes du vecteur dans la base associée à une carte donnée, ça projette sur le point de coordonnées, en fait, x-1, alpha 1, alpha n, si... Enfin, oui, ça, c'est dans la base xi. Si ça, c'est les coordonnées. En fait, voilà, le point qui est... Voilà, pour être très précis, c'est ça. Voilà. Donc, pi, ça projette le point de Tm dont les coordonnées sont ça, vers le point dont les coordonnées sont ça, dans la base x, dans la carte x, et ça dans la carte xx. Donc on a le fibré tangent, on est content, et il me reste à définir ce que c'est qu'un champ de vecteurs, et donc on avait déjà fait le travail. Je ne sais plus où on en est, 3, ça c'était peut-être 3, ça c'était peut-être 4. Un champ de vecteurs, par définition, un champ de vecteurs je vais noter x comme ça, est une section lisse. Alors un champ de vecteurs lisse, on va montrer qu'il y avait une structure différentielle justement pour pouvoir parler d'objets lisses, est une section lisse de Tm. C'est-à-dire, je vous rappelle ce que c'est qu'une section. Une application lisse de M dans Tm, sigma de M dans Tm, tel que pi rond sigma égale l'identité. L'identité de M. Hein? Donc on a Tm, l'ensemble de toutes les fibres. On a M, la variété. Et sigma, c'est un truc qui vient choisir au-dessus de chaque point. On dit au-dessus, c'est un peu figuratif. Au-dessus de chaque point de la variété, vous avez la variété M. Au-dessus de chaque point est associé à sa fibre. Au-dessus de chaque point, on vient choisir un vecteur particulier, et puis un vecteur particulier au-dessus de celui-là, un vecteur particulier au-dessus de celui-là. Donc si vous avez
prends le cas du cylindre, voilà, votre variété de base, elle est là. Une section, c'est par exemple, voilà, vous faites un découpage comme ça. À ce point-là, tiens, vous avez pris le vecteur nul. En ce point-là, vous avez pris ce vecteur-là. En ce point-là, vous avez pris le vecteur-là, etc. Et donc, ça vous définit un vecteur particulier en chaque point. Donc, ça correspond à l'idée d'un champ de vecteurs tel qu'on le souhaite. En chaque point, il y a un vecteur particulier. Mais il y a un sens à dire que ce champ de vecteurs est lisse, simplement parce qu'il y a un sens à dire que cette application de M dans Tm est lisse. Pourquoi? Parce que M est une variété différentielle, Tm est une variété différentielle, je sais ce que c'est qu'une fonction lisse entre deux variétés différentielles. C'est une fonction telle que si je projette si je cartographie M par un certain X ici, dans Rn, si je cartographie Tm par une certaine carte xi, par exemple, celle associée à x, mais éventuellement associée à autre chose, par une certaine carte, je l'appelle xi, dans R de n, il y a un sens à dire que sigma est différenciable dès lors que x-1, donc sigma est C infini ou lisse, si et seulement si, définition générale pour tout dans une variété différentielle, si et seulement si, xi rond sigma rond x-1 est C infini, et ça, c'est une application de Rn dans R de n. J'ai Rn, je remonte dans la variété par x-1, avec sigma, j'associe un vecteur, et ensuite, je descends dans R de n avec si. Donc, cette fonction-là, qui est une application de Rn dans R de n, il y a un sens évident à dire qu'elle est C infini, et bien, par définition, je dis que sigma est C infini si cette application est C infini. Alors là, on pourrait dire, ah, d'accord, mais ça va dépendre de quelle carte j'ai choisi. Oui, ça dépend de la carte, mais si je prends une autre carte, si je prends ici un y, voilà, sigma rond y moins 1 rond après xi qui, si ça c'est infini, ça ce sera aussi. Pourquoi? Parce que ça c'est pareil que ça. À l'évidence, j'ai juste introduit ici l'identité et l'identité, sauf que, donc, si ça c'est C infini, alors, donc ça c'est C infini, et ça c'est C infini parce qu'on a un atlas différentiable, parce qu'on a une structure différentielle. Et donc, si je peux définir la licitude, la C infinitude, je ne sais pas quoi dire, le caractère C infini de sigma en disant que ça doit être C infini, parce que si je change de carte, si ça c'est C infini, ça sera C infini dans toutes les cartes. C'est l'idée de la structure différentielle. Donc je peux parler d'une courbe lisse, d'une section lisse ici, c'est-à-dire d'une application lisse de M dans Tm, et ça me donne une notion de champ de vecteurs qui varie continuellement, qui varie de façon C infini. Oui, en fait, ça a un sens maintenant. Je peux dire que si cette section est lisse, je peux dire que les vecteurs de point en point varient de façon lisse. Enfin, varient. Oui. Le champ de vecteurs est lisse. C'est la définition du champ de vecteurs. Donc on avait évidemment besoin de la structure différentielle, mais on a vu qu'elle était donnée en fait avec la structure, enfin de Tm, on a vu qu'elle était donnée avec la structure différentielle de M. Alors il y avait plusieurs questions. Oui. C'est quoi le grand X avec le signe? C'est un champ de vecteurs. Ça s'appelle comment? Un champ de vecteurs. Non, La lettre X. Je sais pas, j'essaye de faire un truc, un X un peu stylisé. Je ne saurais pas comment. Je sais pas.
Non, le problème, c'est que si je l'appelle juste x, x c'est un vecteur, là c'est pour dire que c'est un vecteur en chaque point. Donc c'est une section de Tm. On a M, on a construit Tm, et on a des sections, et on a un sens à dire que les sections sont lisses. Voilà ce que c'est qu'un champ de vecteurs lisse. C'est beau, c'est très beau. Ok, donc en chaque point, il y a, si vous voulez, en un point P, vous avez... si au point P, c'est sigma de P. Oui. Donc un champ vectoriel, c'est juste la donnée de la section lisse. Exactement. C'est la donnée d'une section, enfin X, oui, c'est ça. C'est une section, voilà. Alors, donc un champ vectoriel, par définition, un champ de vecteurs est une section lisse de Tm. Voilà, tout simplement. C'est rien d'autre que ça. Et alors, on peut munir on peut maintenant construire l'ensemble de tous les champs vectoriels. L'ensemble de toutes les sections lisses. D'accord? Alors, on note gamma de Tm, l'ensemble de tous les champs de vecteurs lisses. L'ensemble de tous les champs de vecteurs lisses. Ok, très bien. Et cet ensemble, on peut le munir de certaines opérations. On aurait presque envie d'en faire un espace vectoriel. En fait, on peut en faire un espace vectoriel, mais on va faire mieux que ça. Enfin, on va faire à la fois mieux et moins bien que ça. Donc, on le munit d'une addition et d'une multiplication, je vais noter d'une S multiplication, S, enfin c'est multiplication par un scalaire, comme un espace vectoriel standard. Donc par définition, X plus Y avec un double zigouigoui dessus, donc ça, c'est la somme de deux sections comme ça. Ben, je la définis comme la somme d'applications standard, c'est-à-dire... oui, d'accord. Donc ça, par définition, X plus Y de P, c'est X de P plus Y de P. Quelle énorme surprise. Encore faut-il que ceci ait un sens. Ce plus-là, c'est l'addition dans gamma de Tm, donc dans l'ensemble des champs lisses. Ce plus-là, c'est un plus dans quoi? Dans TPM, absolument. Ceci est, puisque ça, c'est un vecteur, on est remonté quelque part dans Tm, mais on se retrouve à un point particulier. On est dans l'espace tangent du point P. Et c'est parce que on est dans l'espace tangent du point P ici, et là aussi, qu'on peut additionner les vecteurs. Si on était dans l'espace tangent d'un autre point, ça n'aurait aucun sens de dire j'additionne un vecteur d'un espace tangent avec un vecteur d'un autre espace tangent. Mais là, je suis dans le même espace tangent, en l'occurrence TPM, et donc ce plus-là est bien défini ici. De la même façon, je peux multiplier un champ de vecteurs par un nombre. De même, si lambda est dans R, je peux fabriquer le champ de vecteurs lambda x donc c'est à nouveau c'est un champ de vecteurs de M dans Tm
qui AP associe un vecteur de la fibre associée à P qui va être donc lambda x pardon, au point P qui vaut lambda fois le vecteur de départ. OK. Et donc cette fois, là, le point ici, c'est dans TPM. Tandis que là, c'est dans gamma de TM. OK. Donc, et vous pouvez vérifier trivialement que ceci a une structure, d'espace vectoriel. C'est, Cani, Adou, là, il y a l'élément neutre pour l'addition, c'est le champ de vecteur nul. En chaque point, on associe le vecteur nul. OK. Il est effectivement lisse, celui-là. Et du coup, x plus le vecteur nul, ça fait x. D'accord? Oui? Juste pour revenir au tracé orange que vous avez placé sur le cylindre. Non, de l'autre côté, le tracé orange. Tracé, là, oui. Ouais, ça représente tout ce que vous avez entouré. C'est ça, c'est Non, ça c'est une section particulière. Enfin, oui, ça, ce serait le sigma. Ça, c'est le point P. Enfin, ça c'est un point P, et ça, c'est sigma de P. Donc, ça, c'est l'espace de base. En vert, je vais mettre... Ça, c'est l'espace de base. Donc, c'est M. Et en chaque point P de M, à chaque point P de M, j'associe un certain vecteur. Et donc, je prends un certain point P ici, en bleu. À chaque P a sa propre fibre. Et dans la fibre, c'est-à-dire son espace vectoriel tangent, j'en choisis un particulier. Puis après, au point Q ici, au point Q rouge, j'associe un certain vecteur tangent. Et le truc, c'est que ceci doit être fait de façon continue et différenciable, de proche en proche. C'est-à-dire, je peux pas avoir des vecteurs comme ça, et puis là, comme si après ça repartirait d'ici, par exemple. Et donc là, il y aurait une discontinuité déjà. Donc, ouais. Du coup, c'est parce qu'il y a une continuité au niveau des points sur M. En fait. Sur les sigmas de chacun des points de M. Oui, mais vous pourriez avoir la continuité, enfin vous avez la continuité sur M au sens où c'est une variété, donc différentielle, donc il y a une notion de proximité, etc. Mais vous pourriez faire une application de M dans TM, l'ensemble de toutes les fibres, qui, elle, ne soit pas continue. Vous pourriez faire un saut. D'accord? Hop, vous passez de... Oh, plutôt, enfin oui, vous pourriez faire un saut, vous pourriez avoir un truc continu, mais non différenciable. Et donc, ce qu'on appelle champ de vecteur libre, c'est un champ qui est différenciable en ce sens-là, au sens où ça, c'est différenciable. On dit que sigma est différenciable si ça est différenciable dans une carte donnée, sachant que si c'est vrai dans une carte donnée, enfin dans deux cartes données, c'est vrai dans toutes les autres cartes. OK ? OK, donc vous voyez que je peux, une fois que j'ai la notion de champ de vecteur, c'est-à-dire de section du fibré tangent, à chaque point j'associe un certain vecteur, de la fibre, donc de l'espace vectoriel tangent en ce point-là, pas d'une autre, hein, c'est ça que ça veut dire section, c'est-à-dire il faut qu'après si je reprojette, je retombe sur le même point, donc à chaque point j'associe un vecteur tangent en ce point-là, très bien. À partir de ça, je peux additionner des champs de vecteurs, comme ça, je peux multiplier un champ de vecteurs par un nombre, comme ça, et si je fais ça, ça prend une demi-seconde de voir que ça fait un espace vectoriel. Mais, on veut faire mieux que multiplier le champ de vecteurs par un nombre, globalement.
C'est-à-dire, en chaque point, vous avez les vecteurs, vous avez un champ de vecteurs, et 2 fois ce champ de vecteurs, c'est quoi? Eh ben, c'est le champ où, en chaque point, vous avez comme vecteur 2 fois lui-même. D'accord? Donc, ça, c'est la multiplication globale par un nombre. Mais on peut faire bien mieux que ça. On peut multiplier ce vecteur-là par 2, ce vecteur-là par 3. On peut multiplier le champ de vecteurs par un nombre différent en chaque point. On fait une transformation du champ de vecteurs. Alors on veut faire ça de façon lisse, parce qu'on veut avoir un champ de vecteurs. Si j'ai un champ de vecteurs lisse, si je le multiplie par des nombres qui sont n'importe, qui sont aléatoires, il ne va plus rester lisse le vecteur. Mais si je multiplie en chaque point, non pas par le même nombre, mais par une fonction du point qui elle-même est C infini, je vais garder un champ de vecteurs lisse. Donc ça, c'est pour lambda dans R. Mais de même aussi, si je prends f dans C infini de m, je peux faire, et c'est beaucoup plus fort, f fois le champ de vecteurs, x zigouigoui, que je définis, donc qui était également, donc il y a un nouveau champ de vecteurs, une section de Tm, donc une application de M dans Tm, qui donne bien un élément de la fibre en question, c'est-à-dire tel que pi rond sigma soit l'identité. Comment je définis ça? Ben, à chaque point P, j'associe fx de P qui est défini comme étant f de P fois x de P. Oh, voilà. Ça, c'est un champ de vecteurs qui est scalé par des scaling facteurs différents à chaque point. Mais si la scaling function ici, elle est C infini, f dans C infini de, eh bien le champ de vecteurs reste C infini. C'est évident à voir. Je vous encourage à le faire formellement si vous voulez, mais vous le remettez dans une carte et évidemment tout ce que ça va changer, c'est que vous allez avoir un f multiplié par un f à l'arrivée. Et si c'est C infini, vous multipliez par une fonction infinie, ça reste C infini. Donc ça, c'est très bien ça. On peut scaler les champs de vecteurs par des valeurs différentes en chaque point, dès lors que ça reste C infini. Très bien. Il y a juste un truc. Et alors, de la même façon, vous pouvez vérifier que tout ça est associatif, distributif, etc. Le seul truc, c'est que... Et donc, en fait, les scalaires sont pas... En fait, donc, tout ça, là, avec ces deux applications-là, ça fait un R espace vectoriel. Hein, ça munit gamma de Tm de la structure de R espace vectoriel. Où donc l'ensemble des scalaires, c'est les nombres réels. Là, notre ensemble des scalaires, c'est C infini, l'ensemble, c'est C infini de M. C'est ça nos scalaires. Alors vous direz, c'est pas un scalaire, c'est une fonction. Oui, mais en chaque point, c'est un scalaire. En chaque point, c'est un nombre réel. Et vous avez un champ vectoriel qui donne un vecteur en chaque point. Vous pouvez multiplier par un nombre différent en chaque point, pourquoi pas. Donc vos scalaires sur gamma de Tm, sur l'ensemble des champs, vos scalaires, en fait, ce sont des fonctions. C'est infini. C'est infini de M, c'est un corps, du coup? Alors, sauf que, c'est quasiment un corps. C'est un anneau. C'est quoi la différence? Alors, donc on a les mêmes propriétés qui vont bien, distributivité, associativité, commutativité, hein, évidemment. Enfin, si je fais f fois g fois x, c'est f fois g fois x, etc. Toutes les propriétés, comme un espace vectoriel, la seule différence, c'est que effectivement, mais C infini de M n'est pas un corps
mais c'est un anneau, un ring, pour ceux qui sont plus habitués à la littérature anglo-saxonne. Et c'est quoi la différence entre un corps et un anneau? C'est que dans l'anneau, tous les éléments non nuls ne sont pas inversibles. Dans un corps, si vous, le corps des réels, 3 a un inverse, c'est 1/3. 12 a un inverse, c'est 1/12e, etc. 0 n'a pas d'inverse, d'accord, mais c'est l'élément neutre. Tous les autres ont un inverse, c'est-à-dire que si on multiplie par l'inverse, ça donne l'élément neutre de la multiplication, c'est-à-dire 1. Dans un anneau, il y a des éléments non nuls qui n'ont pas d'inverse. Et C infini de M, évidemment qu'il y a des éléments non nuls qui n'ont pas d'inverse. C'est quoi l'élément neutre de la multiplication dans les fonctions? C'est la fonction qui vaut 1 partout. D'accord, évidemment. Et c'est quoi l'élément neutre de l'addition? C'est la fonction qui vaut 0 partout. Donc bien sûr, la fonction 0 n'a pas d'inverse. Mais il y a des fonctions qui ne sont pas l'élément neutre, qui ne sont pas la fonction nulle, et qui n'ont pas d'inverse. On peut juste prendre l'ensemble des fonctions qui sont non bijectives, du coup. Et qui sont C infini. Non. Non. L'obstacle à l'inversibilité, c'est juste que si jamais f vaut 0 quelque part. Si vous avez une fonction qui vaut ce qu'elle vaut partout, mais si à un certain point, elle vaut 0, c'est quoi la fonction inverse? Il n'y en a pas. Si vous avez une fonction... Si vous avez une fonction de m dans R, c'est infini, qui, donc à un point P, donne f de P. La fonction inverse, ce serait la fonction qui, à P, donne donc f-1 de P, qui vaudrait 1 sur f de P. De telle sorte que si vous faites f-1 fois f de P, ça fait f-1 de P fois f de P. Et donc ça fait f de P fois 1 sur f de P, ça fait bien 1. Donc ça, c'est bien la fonction qui vaut 1 partout. Oui, mais supposez qu'il n'y ait ne serait-ce qu'un seul point où la fonction s'annule. Vous ne pouvez pas définir 1 sur f de P. Donc, là-dedans, il y a des fonctions qui s'annulent, et ces fonctions-là ne sont pas inversibles. Oui, mais c'est une condition, c'est pas une condition nécessaire et suffisante. C'est-à-dire qu'il existe des fonctions qui sont... Ah, il y a des fonctions inversibles. La fonction est non nulle, pour le coup, parce que c'est la fonction inverse, elle n'est pas identiquement nulle. Elle est nulle en un point. Ouais. Elle est non définie en un point. Non, celle-là, oui, donc c'est pas une fonction. Mais du coup, donc c'est pas la fonction nulle, et elle n'a pas d'inverse. Mais celle-ci n'est pas la fonction nulle, et elle n'a pas d'inverse. Oui, mais du coup, il existe aussi des fonctions qui ne sont pas des fonctions nulles, qui ne s'annulent pas, et qui n'ont pas d'inverse. Non, toutes les fonctions qui s'annulent nulle part ont un inverse. Là, voilà, je viens de la construire. Si une fonction ne s'annule pas, elle a un inverse, la voilà. Mais très bien, il y a... Non? Ah, mais c'est un inverse. Oui, mais c'est inversible au sens de la multiplication. Là, je parlais de la composition. Oui. Ok, d'accord. Oui, c'est ça. Ouais. Oui, ok. Ouais. Donc le problème, c'est que pour faire un corps, il faut que chaque élément non nul ait un inverse. Eh bien là, ce n'est pas le cas. Dans C infini de M, ça a toutes les bonnes propriétés d'un corps, sauf, c'est-à-dire associativité, commutativité, du plus et de la multiplication par un scalaire, enfin du fois interne, pardon, du plus et du fois, c'est distributif comme il faut, mais il y a des fonctions non nulles qui n'ont pas d'inverse. Et donc, C infini de M n'est pas un corps, et donc, on pourrait dire que gamma de Tm est un C infini de M espace vectoriel
Mais quand le corps ici n'est pas un corps justement, mais un anneau, quand l'ensemble des scalaires n'est pas un corps, mais un anneau, on n'appelle pas ça un espace vectoriel, on appelle ça un module. Donc c'est un C infini de M module. Bon. Si on se restreint à multiplier tous les vecteurs par le même nombre, alors ça va. C'est un R espace vectoriel. Mais on veut faire mieux que ça, on veut pouvoir scaler les vecteurs partout, parce que ça donne des champs de vecteurs. Enfin, il y a clairement une relation on veut pouvoir multiplier par une fonction quelconque. Et ça marche très bien. Tout va très bien, on vérifie tous les axiomes de l'espace vectoriel, mais sauf que, en fait, on appelle ça un module parce que tous les éléments ne sont pas inversibles. Alors, so what? Eh bien, so what? Ça change tout. Ça fait que, si vous avez un espace vectoriel, donc si gamma Tm était un R espace vectoriel, dans un espace vectoriel, vous pouvez toujours trouver une base. Il existe une base, alors, si on accepte l'axiome du choix, il y a toujours une base. Donc, vous voyez, ça peut devenir un peu subtil, mais donc, en dimension finie, évidemment, hein, mais là, un espace vectoriel a toujours une base, un module, pas toujours, et il y aura donc certaines variétés M, certains espaces-temps, certaines variétés M, pour lesquelles il n'y a pas de base de champ de vecteurs. Et ça, c'est intéressant. Enfin, c'est intéressant. C'est embêtant, mais c'est la vie. Donc, c'est comme ça, donc c'est intéressant. Je vais effacer là. Qu'est-ce que ce serait une base de champ de vecteurs? Ce serait un ensemble de champs de vecteurs. En fait, même en dimension finie. Je prends un exemple pour la variété M, je prends R2 euclidien. Enfin, la variété standard, ou R3, allez, R3, notre espace habituel. OK. Alors, je peux définir sur gamma de Tm une base de champ de vecteurs, on la connaît bien, par exemple, UX, UY, UZ ou X, Y, Z sont les coordonnées cartésiennes. Je le fais à 2D. En chaque point, alors, donc là évidemment, j'ai un espace affine, mais, enfin, peu importe, en chaque point, je peux définir une base, une base tangente, enfin de l'espace vectoriel tangent. Alors ça, c'est UX au point Q. Ça, c'est UY au point Q, UX au point Q. Là, je suis au point P. C'est UX au point P. Ça, c'est UY au point P. Donc, ce n'est pas le même vecteur. C'est un vecteur ailleurs. Donc, ce n'est pas le même vecteur. Ça n'appartient pas au même espace. Hein, donc, je n'ai pas besoin de supposer la structure affine dessous. Mais en chaque point, je peux définir une base. UX du point R, UY du point R, UZ si vous voulez est à 3D. Et, bon, très bien, ça me fait un champ de vecteurs. Si je me donne la topologie usuelle, il est évidemment lisse, disons, la structure usuelle de TM naturel, ce champ est lisse, très bien. Et si je prends un autre champ de vecteurs, par exemple ça, voilà un champ de vecteurs, hein, un champ de vecteurs lisse que je représente sur la variété. Alors, la variété ici c'est le tableau, hein, très bien. Très bien. Bon, je prends un champ de vecteurs lisse, puis là ça peut faire comme ça converge par là, puis ça repart après. J'ai une espèce de flow comme ça, très bien. Donc j'ai un champ de vecteurs. Ce champ de vecteurs, donc X,
en chaque point, il y a un certain, donc au point S, voilà, une certaine valeur. Et ce champ de vecteurs, en chaque point, je peux le décomposer sur la base des ux en ce point-là, S, et uy en ce point-là. Donc je peux écrire que, quel que soit le point P, il existe des composantes, en fait, x... je vais simplifier. Il existe x de P et x, y de P, tel que, et un unique, tel que x au point S, le vecteur x au point S est égal à xx au point S ux plus xy au point S uy. D'accord? Donc j'ai globalement défini sur l'ensemble de la variété un champ ux, un champ uy, tel que n'importe quel champ de vecteur se décompose sur la base ux, uy. Donc je peux dire que le champ de vecteur global x, en tant que champ de vecteur, c'est une certaine fonction fois le champ de vecteur ux, je vais le noter comme ça avec des zigouigouis aussi, plus une certaine fonction fy, le champ de vecteur uy. Vous voyez ce que je fais, d'accord? J'ai un champ de vecteur partout, j'ai un champ de vecteur global, ux, un champ de vecteur global uy, et ça forme une base de tous les champs de vecteurs possibles dans le plan, dès lors que justement je m'autorise à multiplier ces champs de vecteurs par des fonctions ici qui peuvent varier d'un point à un autre, c'est l'intérêt d'avoir f ici, c'est infini de m. Je peux représenter ce champ de vecteurs comme une combinaison linéaire des autres champs de vecteurs. Les coefficients de la combinaison vont changer en fonction du point pour s'adapter à la valeur du vecteur en ce point-là. Ça marche, c'est très bien. Ça marche. Mais si vous êtes ne serait-ce que sur une sphère, est-ce qu'on peut faire ça sur une sphère? Alors on pourrait se dire, oui, je vais définir le champ de vecteurs, par exemple le champ de vecteurs là, des latitudes. À chaque carte est associé un champ de vecteurs, on l'a vu, le d sur dx sur dxi. Donc voilà un champ de vecteurs défini sur cette carte, sur cette sphère. Voilà un champ de vecteurs. Et là, c'est pareil. Après, moi, si en chaque point, j'ai un vecteur ici, puis là, puis là, puis là. On a l'impression comme ça. Donc, je peux aussi, localement, évidemment, je peux toujours décomposer n'importe quel vecteur en un point sur une base de vecteurs en ce point-là. C'est un espace vectoriel. Donc ça, c'est une base de l'espace tangent en ce point-là. Et donc, je peux écrire ce vecteur comme une combinaison linéaire de ces deux-là. De la même façon, ici, j'ai un vecteur de l'espace tangent en ce point-là, et je peux le décomposer sur ces deux vecteurs-là. Donc, je me dis, si j'ai un champ de vecteurs, le champ de vecteurs des flèches vertes ici, et puis le champ de vecteurs des flèches bleues ici, donc j'ai un champ vert et un champ bleu. En chaque point, je peux écrire n'importe quel vecteur comme une combinaison linéaire du vert et du bleu. C'est très bien. Donc je pourrais me dire, ok, j'ai qu'à prendre le champ vert et le champ bleu, et ça va me faire deux champs globaux sur lesquels je vais pouvoir décomposer n'importe quel champ de vecteur. Non, c'est pas possible, parce que si vous faites ça, par exemple, avec ici les latitudes et les longitudes, vous allez vous retrouver là, bien embêté. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas... Et donc, il n'existe pas
peut montrer qu'il n'existe pas de champ de vecteurs qui ne s'annule pas en un point. Et donc, on ne peut pas s'en servir comme d'une base, parce que s'il s'annule en un point, enfin de champ de vecteurs lisses qui ne s'annule pas en un point, sauf le champ de vecteurs nul, ok, d'accord. Il vaut 0 partout, mais il ne risque pas de faire une base des champs de vecteurs. Je ne sais plus ce que j'ai dit. Oui, on peut montrer qu'il n'existe pas de champ de vecteurs lisse sur la sphère qui ne s'annule pas en un point. Par conséquent, on ne peut pas faire une base de champ de vecteurs dans une variété, ne serait-ce que la sphère à 2 dimensions. Monsieur, Ouais. est-ce que c'est ce théorème qui s'appelle le théorème de la boule chevelue? Yes. Ok. Donc, c'est le théorème de la boule chevelue ou théorème du hérisson. Ou, ce qu'on dit, c'est qu'on ne peut pas peigner une sphère. Donc, si vous avez peigné une sphère, imaginez une tête avec des cheveux, et vous voulez la peigner de façon régulière. Donc, en chaque point, il y a des cheveux, et vous voulez la peigner. Donc, voilà. Alors, vous pouvez faire des trucs, mais il y a toujours un endroit où il va y avoir un problème si vous le peignez. Alors nous, on n'a pas des cheveux sur toute la tête, donc on peut peigner. Il y en a même qui ont moins de cheveux que d'autres, mais si vous aviez des cheveux sur toute la tête, vous ne pouvez pas... Il y a un moment, ce serait plus lisse. Si vous voulez que ce soit lisse, enfin, c'est pas possible. Il y a toujours un moment, ça va s'annuler. Alors c'est vrai sur S2, on ne peut pas peigner... on ne peut pas peigner S2, on ne peut pas peigner S4 non plus, ni S6, ni S8. Toutes les sphères d'ordre pair, on ne peut pas les peigner. Il n'y a pas de champ de vecteurs, de base de champ de vecteurs. Et ça, c'est parce que on a un module et pas un espace vectoriel ici. Sinon, on pourrait toujours. Ouais. Est-ce que trouver une base, c'est pas possible, mais trouver une base de champ de vecteurs, c'est uniquement pour une certaine famille de variétés? Est-ce que par exemple on va en trouver une uniquement pour ce qui est les sphères, une autre qui est uniquement pour le par exemple, ou bien c'est on cherchait une base qui décrit n'importe quelle variété? Non, la base, elle est forcément attachée à une variété. C'est-à-dire, vous avez une variété, en chaque point, vous avez un espace vectoriel tangent, vous faites la collection de tout ça, ça vous fait le fibré tangent, et vous faites des sections de ce fibré tangent, ça vous donne un champ de vecteurs. Donc tout ça est lié à la variété de départ. Maintenant, on pourrait se dire, peut-être qu'il y a une base de champ de vecteurs. Je peux écrire n'importe quel champ de vecteurs, c'est-à-dire l'attribution en chaque point d'un certain vecteur, de façon lisse. On pourrait se dire, je peux écrire n'importe quel champ de vecteurs comme une combinaison linéaire d'un certain nombre de champs de vecteurs de base. On peut dans le plan euclidien, comme ça, on ne peut pas sur la sphère. Et donc, de manière générale, on ne peut pas supposer qu'il existe une base de champ de vecteurs. Ce que vous voyez, c'est que si vous pouvez cartographier votre variété avec une seule carte, si vous pouvez cartographier avec une seule carte, donc une carte MX dans Rn, alors vous avez une base naturelle en chaque point qui est D sur DXI, en ce point-là. Du coup, c'est voilà la carte en question. Et ça, donc ça vous donne une base en chaque point. Et du coup, le champ de vecteurs qui... Vous avez à ce moment-là une base de champ de vecteurs qui est les XI qui, à chaque P, associe D sur DXI de P. Enfin, au point P. Ça, c'est une base. C'est une base en chaque point, et du coup, c'est une base globale. Sauf qu'en général, vous n'avez pas une base globale, une carte globale, pardon, vous avez autour de chaque point P, vous avez une cartographie locale qui, au point P, associe un X de P. Et donc, ça vous fait la base correspondante au point P. Mais ça ne couvre pas toute la variété. Ce que vous voyez, c'est que si vous avez une carte globale,
alors vous avez aussi une base du champ de vecteurs. Mais justement, vous savez bien qu'il n'y a pas de carte globale de la sphère. Vous ne pouvez pas cartographier S2 sur R de façon continue, enfin tout simplement avec une carte continue d'inverse continue, tout simplement parce que la sphère est compacte et R2 n'est pas compacte, donc ça ne risque pas. Voilà. Donc ce n'est pas une condition nécessaire, mais c'est une condition suffisante. Si vous aviez une carte globale, alors vous auriez des bases de champs de vecteurs. Mais de manière générale, ne serait-ce qu'avec une sphère à dimension 2, ça n'existe pas, ce genre de choses. Alors, là, je suis face à un dilemme qui est que... Alors, oui, qui est que pour les 3 ou 4 dernières questions du partiel, vous avez besoin d'une partie du cours que je n'ai pas faite, que j'espérais faire. Et on a passé beaucoup de temps pour démontrer pour regarder la structure différentielle du fibré tangent. Alors. Est-ce que, dans le pire des cas, vous faites une vidéo pendant les vacances et vous la mettez sur YouTube? Non, non, pas pour ça, parce que ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on fasse ensemble, parce que c'est un point clé. Par contre, ce qu'on peut faire... C'est question bonus, première question. Non, mais ce qu'on peut faire, c'est que... Donc, c'est le cours que je ferai à la rentrée, et on se donne une semaine de plus pour rendre le... Oui, voilà. C'est une meilleure idée. J'ai l'impression que tout le monde est content. Ok, alors vous me laissez quand même 5 minutes, du coup on va finir ce chapitre. C'est vraiment 5 minutes, parce qu'il y en a certains qui ont un séminaire dans peu de temps. Ok, alors c'est vraiment même 3 minutes. 5 minutes, 5 minutes. Ouais. Comme ça on termine le chapitre et la semaine prochaine on... Alors, ok, donc on a... Ok, ouais. Donc, fibré tangent. Oui, donc on a introduit gamma de Tm. Donc ça, c'est le C infini de M module des champs de vecteurs. Ok. Et donc, je pense c'est peut-être un 5e. Maintenant, on va introduire, mais vraiment, ça prend 1 minute parce qu'on va juste calquer, le fibré cotangent. Qu'est-ce que le fibré cotangent? Bah, vous l'avez deviné vous-même. On fait avec l'espace cotangent ce qu'on a fait avec l'espace tangent, c'est-à-dire le fibré cotangent qu'on va noter gamma de... pardon, je brûle les étapes. T étoile M, c'est quoi? Eh bien, c'est la collection, l'union disjointe pour tous les P dans M, pour tous les points, de tous les espaces cotangents au point M. Donc de la même façon qu'on a rassemblé tous les espaces tangents dans une entité à laquelle on a conféré, enfin dont on a vu qu'elle contenait une structure différentielle canonique, enfin qui est sans introduire de choses en plus. De la même façon, on peut rassembler tous les espaces cotangents, c'est-à-dire tous les espaces vectoriels duals des espaces tangents, pour faire un fibré. Et donc, ce fibré cotangent, il est aussi muni, donc, comme tout fibré, donc c'est un fibré dont la base est M, muni de cette surjection qui fait partie de la définition. Quelle est cette surjection? Eh bien, c'est la surjection qui, à tout élément, donc soit, alors maintenant c'est des formes linéaires, hein, c'est des covecteurs, donc soit oméga dans cette union, forcément, donc maintenant j'ai un chapeau avec tous
les vecteurs cotangents, tous les covecteurs, toutes les formes linéaires de tous les espaces duals en tous les points. Je chope un élément là-dedans, c'est donc une forme linéaire qui appartient à un certain espace cotangent. C'est l'espace cotangent, par exemple, du point P. Et donc, donc il existe un unique point P tel que oméga appartienne à TPM étoile. Eh bien, par définition, pi associe à oméga ce point P-là. Il y en a toujours un et il est toujours unique, donc ce pi est parfaitement bien défini. Donc l'idée, c'est que à chaque covecteur, j'associe le point dont il est, relativement auquel il est covecteur. Comme ça, c'est plus dur à dire en français qu'à écrire. Voilà. Et de la même façon, je peux faire de cette collection une variété différentielle de dimension 2n en fabriquant une carte, en cartographiant autour de chaque point, je procède exactement pareil. À chaque oméga tiré dans le chapeau, je lui associe 2n coordonnées, lesquelles, donc je fais, donc à partir d'une carte UX, alors pareil, je prends la topologie initiale, etc. À partir de la carte, d'une carte UX donnée, je fais une nouvelle carte xi associée à x, qui, au point oméga, associe 2n coordonnées, lesquelles, pareil, les coordonnées du point du projeté de oméga sur le vecteur de base, donc les coordonnées du point P telles que oméga appartient à T étoile PM, donc ça va être x rond pi de oméga, x1 rond pi de oméga, xn rond pi de oméga, les coordonnées du point de base, et puis ensuite je vais mettre n coordonnées qui vont spécifier de quelle forme linéaire je parle, de quel covecteur je parle, et je vais donc mettre ces coordonnées dans la base associée. Et comment on extrait la ième coordonnée d'une forme linéaire? En appliquant cette forme linéaire au ième vecteur de base, comme toujours. Donc ici, je vais mettre, alors la première coordonnée, ça va être donc oméga appliqué à d sur dx1, en quel point? Au point pi de oméga. Et puis, etc., jusqu'à oméga appliqué à d sur dxn au point pi de oméga. Voilà. Eh bien ça vous fait une carte. Vous pouvez montrer exactement de la même façon qu'on l'a fait que si vous changez de carte, vous passez d'une carte formée sur X à une carte formée sur Y, parce que M a une structure différentielle et que les transitions de cartes au niveau de M sont C infini, eh bien les transitions de cartes au niveau de T étoile M sont également C infini. Donc on a une variété lisse et tout fonctionne bien. Et du coup, donc vous définissez un champ de covecteurs, eh bien, c'est simplement une section lisse de T étoile M, exactement en chaque point, vous associez de façon lisse un covecteur particulier, exactement ce qu'on a fait avant, et vous avez la propriété la même qu'avant, que l'ensemble des champs de covecteurs, que vous notez gamma de T étoile M, ensemble des champs lisses de covecteurs, ceci est un C infini de M module
avec les mêmes opérations, l'addition de deux formes linéaires, de deux champs de formes linéaires, donc de covecteurs, c'est la somme, enfin ça donne en chaque point la somme des formes linéaires en question. Comme c'est en un point donné, on peut additionner les covecteurs sans problème. Voilà, et une fois qu'on a ça, on a de même un champ de tenseur de rang RS. Eh bien, c'est simplement une application de T étoile M, T étoile M, croix TM, croix TM dans R, multilinéaire, avec R copie ici, S copie là, qui a N champ de vecteurs, donc à R champ de covecteurs et S champ de vecteurs attribuent de façon linéaire. Alors, pardon, non pas un nombre, en chaque point ça attribue un nombre, donc en fait ça fait une fonction C infini de M. D'accord ? En chaque point, vous avez un tenseur en chaque point, quoi. Hein. En chaque point, ça prend R covecteur et S vecteur pour faire un nombre de façon multilinéaire. Et c'est vrai en chaque point, donc globalement, vous pouvez prendre le champ de vecteurs, le champ de covecteur, enfin les R champs de covecteurs, les S champs de vecteurs. Vous regardez ce qui se passe en un point. En un point, ça vous donne, chacun des champs de covecteurs vous donne un covecteur particulier, chacun des champs de vecteurs vous donne un vecteur particulier. Et donc, vous attribuez à ces R covecteurs et ces S vecteurs un nombre. Et donc, en chaque point, vous avez un nombre. Et donc, si vous regardez l'ensemble sur toute la variété, bah, vous avez une fonction. Voilà. Et tout ça, et c'est infini, parce que vous n'avez que des choses lisses. Donc, vous faites un champ de tenseur lisse, va vous donner une fonction lisse automatiquement. Donc, l'idée de base est très simple. Un champ de vecteur, c'est qu'en chaque point, vous avez un certain vecteur. Un champ de covecteur, en chaque point, vous avez un certain covecteur. Un champ de tenseur, en chaque point, vous avez un certain tenseur. Simplement, il y a un sens à parler de champ de vecteur lisse, champ de covecteur lisse, champ de tenseur lisse, dès lors que vous avez une structure différentielle sur le fibré, qui est la collection de tous les espaces tangents ou cotangents, ou ou leurs produits cartésiens pour faire les tenseurs. Bon, ok, il faut qu'on s'arrête. Donc, on récapitule. Le DM est à rendre en fait une semaine après, donc 3 plus 7 égale 10, le 10 mars. Et le 3 mars, on fera ce qui manque pour faire les quelques dernières questions. Mais commencez déjà maintenant quand même.